De Gaulle a les mains libres. Il peut mettre en place le plan dont il n'a parlé à personne. Il veut négocier avec le FLN. Proposer une solution fédérale. Une association entre les deux pays. Il est prêt à cette concession à une seule condition. Garder le Sahara. C'est là que se trouve la matière première des sociétés modernes. Le pétrole qu'exploitent deux compagnies d'État, les futurs groupes Elf et Total. Pour être en position de force en vue des négociations, il cherche à rallier la population musulmane. Pour cela, il lance un grand plan de développement économique, le plan de Constantine. Cette transformation féconde, il faut absolument qu'elle s'accomplisse. Et aussitôt, on verra l'espérance refleurir partout sur les terres de l'Algérie. Logement, emploi, salaire et redistribution des terres. Le plan de Constantine valorise les Algériens musulmans et veut affaiblir le FLN. Les partisans de l'Algérie française y trouvent aussi leur compte. Et si la France investit autant en Algérie, l'équivalent de 18 milliards d'euros, ce n'est pas pour l'abandonner demain. Devant la race des hommes, aujourd'hui, il n'y a que deux routes. La guerre ou la fraternité. En Algérie, comme partout, la France, pour sa part, a choisi la fraternité. Et le plan de Constantine n'oublie pas le pétrole. Plusieurs ports, comme celui d'Arzeux, sont transformés en terminaux pétroliers directement reliés au port de Fos-sur-Mer. L'indépendance énergétique de la France est au cœur de la stratégie de Gaulle. 20 jours plus tard, il dévoile son jeu. On peut, si l'on veut, continuer des attentats, jeter des grenades dans des marchés. Je laisse à l'avenir le soin de déterminer à quoi cette lutte aura pu servir. Les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. Contre toute attente, le chef de l'État vient de s'adresser aux hommes du FLN d'égal à égal. Mais Ferhat Abbas ne transige pas. Il rejette la paix des braves. Pour lui, ce serait une capitulation. Et il le redit, nous n'avons qu'un objectif, l'indépendance. Cet appel au dialogue avec le FLN a jeté le trouble chez les Français d'Algérie et dans l'armée. De Gaulle le sait. Comme personne ne doit s'opposer à la réalisation de son plan, il n'hésite pas à changer les chefs militaires partisans de l'Algérie française. Officiers, sous-officiers, gradés, je quitte mon commandement après 25 mois passés auprès de vous. Maintenant, portez fièrement le drapeau de la patrie et montrez au monde que l'Algérie, c'est la France. L'Algérie, c'est la France. C'est avec l'idée de ce combat à mener que le général Salan s'en va. De Gaulle a ordonné sa mutation. Il fut pourtant l'un des artisans de son retour au pouvoir. La désillusion gagne les militaires. Mais en bon soldat, Salan accepte et ne laisse rien paraître. Et sur ce bateau qui l'emporte vers la métropole, derrière les sourires de circonstance, pense-t-il déjà au putsch contre le pouvoir qu'il mènera dans quelques mois et à l'OAS qu'il fondera par la suite, et dont l'objectif sera tuer De Gaulle. De Gaulle veut concrétiser la paix des braves. Pour cela, il ordonne la libération de 7000 prisonniers du FLN. Il fait également libérer Messali Hadj, le chef du MNA, placé en résidence surveillée depuis de nombreuses années. Le président de la République a pris des décisions véritablement énergiques.
Et ce n'est là qu'un prélude de la véritable solution du problème algérien. S'il cherche l'apaisement politique, De Gaulle désire aussi la victoire militaire. Il s'engage avec brutalité dans la guerre, avec toujours le même objectif: affaiblir l'adversaire en vue des négociations. C'est le plan Chal. Le général Chal, le nouveau chef de l'armée en Algérie, dispose de 400 000 hommes, d'hélicoptères, de chars et de moyens de communication modernes. Un véritable rouleau compresseur face aux 60 000 maquisards de l'ALN. Dans cet écrasement programmé, le pouvoir a autorisé l'utilisation d'une arme terrifiante, interdite par les conventions internationales. Les militaires l'appellent les bidons spéciaux, mais son vrai nom est le napalm. Les unités de l'ALN, les Katibas, sont coupés de leur commandement. Affamés, traqués, les hommes finissent par se rendre. Et c'est parmi ces combattants que l'armée recrute des milliers de harkis qui désormais se battront contre leurs propres frères. Parmi eux, les hommes du célèbre commando Georges. Composé de 150 anciens combattants de l'ALN, le commando est placé sous les ordres du colonel Bijard. Par leur connaissance intime de l'ennemi, ils vont être d'une efficacité redoutable. Le général Chal écrit à leur sujet: le Français de souche nord-africaine est le meilleur chasseur de Français de souche nord-africaine. De Gaulle est-il en train de gagner la guerre? L'armée de libération nationale est considérablement affaiblie. 10 000 de ces hommes ont été arrêtés et placés dans des camps d'internement. Et 20 000 maquisards sont morts au combat, dont plusieurs de ses chefs. Parmi eux, Amirouche, qui commandait l'ALN en Kabylie et que les militaires surnommaient Amirouche, le Terrible. Son corps est volontairement montré à la population et à la presse, comme le signe d'une victoire inéluctable. Cette victoire, les soldats français en sont-ils fiers? Si les appelés du contingent s'interrogent, les soldats d'élite ont le sentiment de la mission accomplie, du travail bien fait. Et le temps d'un bivouac, malgré la violence donnée et la violence reçue, malgré la torture qui s'est généralisée, les guerriers redeviennent des hommes. Et ils en sont convaincus. Leur combat était le prix à payer pour garder l'Algérie française. C'est de cette incompréhension que va naître la rupture entre De Gaulle et une partie de son armée. Et c'est pour leur parler que De Gaulle revient en Algérie. Il se fait pédagogue et explique: la victoire militaire ne signifie pas la victoire de l'Algérie française. Elle permet de négocier en position de force face à un ennemi affaibli. De Gaulle est résolu à sortir du bourbier algérien qui isole la France et consume une grande partie du budget de la défense. Il déclare: l'Algérie de papa est morte. Si on ne le comprend pas, on mourra avec elle. Durant ce voyage, De Gaulle s'est forgé une idée. Dès son retour à Paris, il veut la soumettre à l'opinion. Le 16 septembre 1959,
l'Élysée annonce une intervention du chef de l'État sur l'unique chaîne de télévision. À l'exception de son Premier ministre, Michel Debré, personne ne sait ce qu'il va dire. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. L'autodétermination. Un vrai coup de théâtre. Les leaders du FLN sont pris de court. Ils ne saisissent pas le tournant qui vient de s'opérer et demeurent inflexibles. Ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Chez les Français d'Algérie, c'est l'angoisse. Il n'y a plus d'ambiguïté. Le président de la République donne aux Algériens le droit de trancher. L'association avec la France ou la sécession. De plus, De Gaulle vient d'ordonner la mutation du général Massu, jugé trop critique. Comme Salan, il avait participé à sa reconquête du pouvoir. Comme lui, il se sent trahi par celui dont il fut un fidèle compagnon de route. Et les Français d'Algérie ressentent aussi cette trahison, car Massu est leur héros, le vainqueur de la bataille d'Alger. Voici le message qu'il fait lire à ses troupes. Vous ne pouvez être moralement l'armée d'une sécession. Vous vous battez pour que l'Algérie demeure française. Je sais que vous obéirez. La défiance entre une partie de l'armée et le pouvoir politique est consommée. Et le départ de Massu provoque un grand mouvement de révolte. Le 24 janvier 1960, les partisans de l'Algérie française entreprennent le siège d'Alger. Ils croient encore au poids politique de la foule qui a fait tomber une république. La peur et le désespoir vont se transformer en un affrontement entre Français et gendarmes. Une première fusillade fait 20 morts et 150 blessés. Des Français s'entretuent en Algérie, comme les premiers signes d'une guerre civile. Mais au bout d'une semaine, l'insurrection s'essouffle. L'armée et une partie de la population n'ont pas soutenu le mouvement. Certains activistes s'enfuient. D'autres sont arrêtés, comme Pierre Lagaillarde, député d'Alger, qui fondera plus tard l'OAS. Ce que l'on appelle désormais la semaine des barricades a révélé l'antigaullisme des Français d'Algérie. Alors qu'en métropole, l'opinion publique soutient son président. De Gaulle fait réaliser un sondage qui le conforte. 70% des Français approuvent sa politique. Ils en ont assez de cette guerre. Et le chef de l'État savoure une autre victoire.